Valentina, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bien sûr, quand on aime le foot, on parle foot. Oui, nous sommes là ce soir, mardi 21h, 22h, comme tous les soirs. Voilà, avec mes chroniqueurs attitrés comme tous les soirs. Hein. Thomas, toi Chris, Xavier et moi Christopher, Émilie qui sera elle en off sur Twitter. Et bien sûr, suivez-nous sur Twitter et sur Facebook comme tous les soirs. Et ce soir, un invité de marque qui est déjà passé sur RTS, on connaît très bien sa voix, on connaît surtout son sourire, un ancien Lensois et un ancien monégasque. Monsieur Vagno Éloi, bonsoir Vagno. Bonsoir les gars. Merci d'être avec nous ce soir. En tout cas, ce soir, ça va péter le feu. En tout cas, pourquoi? Parce qu'il y a la Ligue des Champions, mais surtout il y a Vagno. Hein. Un petit rappel des scores tout de suite, déjà pour Montpellier et Arsenal. Il y a déjà 2-1 pour Arsenal. Ça commence fort, but de Gervinho qui a été à l'instant. Donc Arsenal qui prend tout de suite domination de ce match en tout cas. Si vous auditeurs vous avez envie de réagir, n'hésitez pas. Skype on aime foot auditeur. Vous rajoutez on aime foot auditeur le pseudo et vous réagirez en direct avec nous sur nos débats chaud bouillant comme tous les soirs. Tous nos anciens podcasts bien sûr sur YouTube sans aucun problème vous les retrouverez tout ça en gros sans aucun souci et nos partenaires jeunefoot.com. Tout le monde s'en fout, foot africain et football. Merci à eux. Donc ce soir, bien sûr, comme tous les soirs, notre invité choisit un débat. Et je te les propose ce soir. Je sais que tu les as déjà choisis avant, mais faut quand même que je les propose, parce que les auditeurs ne le savent pas. Il a pas choisi, c'est pas vrai. Ouais, bien sûr. On sait jamais. Il peut peut-être changer d'avis. Quels critères pour sélectionner les joueurs où Montpellier n'arrive pas à relever la tête? Pourquoi? Quel est ton choix? On va parler de la sélection. On va parler comment sélectionner un joueur. En plus, Vagno Éloi, ça tombe très bien. Ancien sélectionneur d'Haïti. Donc lui, il connaît déjà un peu le système, comment ça se passe, justement. Donc on va pouvoir rentrer dans le débat assez fort. Donc première question. Question qui devient qui se répète. Hein. Le joueur doit-il être dans un grand club? Pour toi, Vagno, un joueur doit être dans un grand club pour être sélectionné ou un petit club, ça peut passer automatiquement? Bah, bien évidemment qu'il il peut être dans un petit club. Je veux dire, on peut pas exclure un joueur qui a un potentiel. Il s'avère qu'il y a des joueurs qui sont extrêmement fidèles, qui privilégient, entre guillemets, leur confort, leur bien-être, le bien-être de leur famille, même si la majorité des cas, les joueurs, ils ont l'ambition d'aller le plus haut possible, mais il y a des joueurs qui satisfaits du club dans lequel ils ont évolué, ils ont eu leur formation, leur cursus. Je pense qu'il faut suivre un peu cette mentalité, la mentalité anglaise où il n'y a pas de critères de sélection en qualité de joueur, c'est-à-dire que le joueur il peut évoluer en seconde division, il n'y a pas de problème pour le sélectionner. La seule réalité, la seule vérité, c'est sur le terrain. À partir du moment où un joueur est efficace et performant sur le terrain, qu'il le soit dans un match, on va dire de première division ou de deuxième division, le rendement, la confiance, tout ce que ça engendre, il peut le reproduire au niveau international. Très bien. Et vous, chers chroniqueurs, que pensez-vous de ça? Donc, ces joueurs sélectionnés doivent-ils être dans un grand club? Je sais pas qui veut réagir. En tout cas, moi je veux bien. Par exemple, le meilleur exemple, ça a été l'année dernière. Par exemple, Marvin Martin, qui est Sochaux, ils ont souvent été relégables et qui était tout le temps pris en équipe de France quasiment. Maintenant, le fait, comme dit Wagno, de prendre un joueur qui évolue en Ligue 2, je pense qu'en France, ça se verra pas parce que tout de suite, on se posera vraiment des questions, je pense. Hein. Même si ça se fait peut-être dans d'autres pays. Je vais te répondre. Je me rappelle, il y a une année où Marseille a dû descendre en seconde division, non pas sportivement, mais par rapport à des histoires qui avaient lieu. C'est pas pour autant qu'il fallait pas sélectionner les joueurs marseillais qui sont restés fidèles à leur club. Mais il y avait des sacrés joueurs à cette époque-là. Il y en a qui étaient restés justement pour pas quitter le navire.
Exactement, exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des joueurs qui étaient très performants à cette époque-là. Et sous prétexte qu'ils étaient en deuxième division, on va dire quoi? La deuxième division, c'est un championnat de seconde zone et ils n'ont pas le droit d'être sélectionnés. Non, je pense pas qu'il faut aller dans ce sens-là. Effectivement, ça me paraît difficile que ça se réalise en France. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense pas que ce soit la bonne mentalité. La vraie mentalité qu'il faut avoir, c'est d'abord la performance du joueur et ce quel que soit son niveau, parce que si on ne l'essaie pas, si on lui donne pas sa chance, surtout un joueur qui est en confiance, qui est efficace, qui marque des buts, qui est décisif, il faut lui donner sa chance, tout simplement. Bon, là-dessus, je suis totalement d'accord. C'est par rapport aux capacités du joueur qui joue à Marseille, à Paris, à Sochaux, à Dijon. Le mec, s'il est bon, il mérite d'avoir sa chance sur le terrain en équipe de France. À Paris, il n'y en a plus des masses. T'en as quelques-uns. La preuve, il y en avait 4 en équipe de France, il me semble. Parce qu'ils sont en Paris, c'est pour ça. Ouais, non, mais je prenais l'exemple, tu vois, par rapport à ça, quoi. C'est pas parce que le mec il joue dans un petit club, mais c'est vrai que peut-être que certains ils font exprès de franchir un palier, d'aller dans un autre club pour être plus en vue au niveau médiatique. Oui, parce que bon, on sait très bien que c'est la presse entre guillemets qui pousse derrière, qui met une énorme pression au sélectionneur, même si le sélectionneur il a toujours avant tout des types de joueurs par rapport à son style de jeu, par rapport à la vue de groupe, tout ça. Donc le sélectionneur a ses préférences, on va dire. Mais un sélectionneur, quand il prend un joueur, c'est parce qu'il sait très bien que le joueur peut lui ramener un plus. Et que ce soit un entraîneur ou un joueur, la finalité, c'est de gagner les matchs. Ouais, mais de toute façon, c'est en fonction de l'équipe nationale. Bonsoir à tous. Au niveau de, par exemple, on va pas comparer les îles Fidji à la France. Les îles Fidji, si le joueur joue en national français, ce sera considéré comme un des meilleurs peut-être du pays, en parlant évidemment d'équipe nationale. Mais soyons concrets un peu, on parle de la France. Citez-moi un joueur de Ligue 2 ou nationale qui peut avoir un rôle à jouer actuellement en équipe de France. Il y en a pas. Donc là, c'est ce qu'on disait. C'est catastrophe. Vos argumentations là, personnellement, m'ont pas du tout convaincu. Je veux dire, à moins que vous me citiez un seul exemple pour l'équipe de France, ça marche pas. Je peux t'en citer un qui avait le cas l'an passé. Par exemple, l'an passé, il y a un joueur qui méritait largement parfois de jouer en équipe de France, surtout à son poste. C'est Ludovic Giulia à Monaco. Et pour autant, puisqu'il était en D2 et 3G, mais non. Et t'as vu ce qu'il fait encore à Lorient cette année? Le problème, tu joues à Paris, tu construis une équipe nationale pour aller en Coupe du Monde, donc c'est au minimum 2 ans de préparation. Moi, j'adore ce joueur-là, mais pardon, mais voilà, il y a un problème d'âge aussi à ce niveau-là. Franchement, le sélectionneur qui met Giulia dans les 15 indispensables de l'équipe de France, il se fait tirer dessus. Arrêtez, non, arrêtez. Il se fait mais il y avait l'Euro à préparer avant l'année dernière. Il n'y avait pas la Coupe du Monde, on préparait l'Euro surtout l'an passé. Non, mais moi, l'Euro avec un Giulia, je suis désolé. Vas-y, Daniel. Elle est claire, elle est précise. Effectivement, à l'heure actuelle, il n'y a aucun joueur qui peut postuler à l'équipe de France qui évolue en deuxième division. On est bien d'accord. Parce que bon, généralement, quand ils sont très bons, ils restent rarement en deuxième division. Mais, si ça arrive, qu'il y a un joueur qui est performant, il faut pas dire qu'on ne doit pas le prendre. Qu'on soit bien d'accord. Ah oui, Wagno, est-ce que tu as un exemple concret en tête, là? Actuellement? Non, ça n'existe pas aujourd'hui. Il y en a pas. Il y a aucun. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut prendre des joueurs de deuxième division. Moi, je dis tout simplement que s'il y avait un joueur qui était performant, qu'il évolue soit en deuxième division ou en première division, moi, je suis désolé, il faut le prendre. Il faut pas dire non, il est en deuxième division, on va attendre qu'il monte en première division, qu'il change de club. Non. Vous avez, messieurs, Attends, Chris, il y a Thomas qui voulait réagir. Vas-y, Thomas. Vous avez, messieurs, un peu le cas avec Olivier Giroud il y a 2 à 3 ans, quand il claquait but sur but à Tours et qu'il est monté le 21e but dans la saison. Tout le monde le regardait en disant, c'est bien petit, t'es bien, tu marques des buts, mais monte en D1, mais en autant, puis on verra après, quoi. Donc, clairement, on était en panne de buteur offensivement en équipe de France. On avait un mec, on mettait 15 dans la saison, voire 20. On lui a dit, t'es gentil, c'est la D2, fais ça en D1, on verra plus tard. C'est un problème de niveau de jeu, hein. Tu peux pas tenir le rythme. Un très bon joueur de Ligue 1, il va aller en Ligue 2. Au niveau du rythme de jeu, au niveau de la condition physique, c'est incomparable. Malheureusement. Alors, j'ai une petite question. J'ai une petite question pour Vagno, justement, ça va relancer justement un peu sur ce débat Ligue 2 ou faut-il sélectionner justement.
Est-ce que le joueur doit connaître la Coupe d'Europe? Parce que là, on parle un peu des joueurs qui étaient Giroud, qui étaient un peu inexpérimentés au niveau de la Ligue 1 et des Coupes d'Europe. Alors justement, Vagno, la question est pour toi. Est-ce que les joueurs doivent connaître la Coupe d'Europe pour être sélectionnés soit en équipe de France ou dans les sélections automatiquement? Ben, pas vraiment, pas vraiment. Moi, je dirais tout simplement que un joueur, à un moment donné, pour qu'il puisse acquérir de l'expérience, il faut le lancer. Donc, effectivement, ça peut paraître prématuré de le lancer tout de suite en équipe de France où il y a les matchs internationaux qui est d'un autre niveau. Je suis d'accord. Mais si ce mec, il n'a jamais eu la chance d'être dans un club qui joue la Coupe d'Europe ou qui joue le haut de tableau qui est en première division, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire pour autant qu'il est pas bon. Moi, je suis désolé, il y a des joueurs qui, offensivement, des joueurs de couloir, qui sont capables d'avoir le même rendement au niveau international que certains qui jouent la Coupe d'Europe. Tout est ça dépend s'il est bien entouré aussi. Après, maintenant, si tu mets un mec qui est pas expérimenté, qui arrive dans une équipe expérimentée, il va progresser. Et puis le mec, s'il est dans un petit club ou en Ligue 2, s'il est vraiment bon, il va vite aller dans un club plus huppé, à mon avis. Mais d'abord, il faut que le joueur soit intelligent. Et après, c'est le discours. Le discours, et c'est là que c'est très important. L'aspect psychologique, mental. Quand on prend un joueur qui est en manque d'expérience, c'est au coach. C'est au coach de le mettre en confiance, de le rassurer par rapport à ses partenaires, voilà, le coach lui dit, bon, voilà, c'est ton premier match, t'as pas de pression, joue comme tu sais faire, ne te prends pas la tête, on s'en fout, tu joues pas avec le fusil derrière la tête, ça se passe un peu moins bien pour toi ce soir, c'est pas grave. J'ai entièrement confiance en toi. Le mec, c'est plus le même joueur. Moi, aujourd'hui, pour moi, le meilleur exemple, c'est Mourinho. Moi, je suis sûr, bon, maintenant, effectivement, lui, il est dans des grands clubs, il a des grands joueurs. Mais moi, je suis sûr qu'il serait dans un petit club avec des petits joueurs moyens. Psychologiquement, il saurait les parler pour en faire des bons joueurs. Juste un pas retourner dans un petit club parce que là, il est en train de faire régresser le niveau des mecs qu'il entraîne pour le moment. Quoi. Juste un petit point, Chris, juste avant. Il y a 1-0 pour le PSG, but d'Ibra. Merci Tom qui me passe l'info. Donc en fait, d'un côté, si on n'a pas vraiment l'expérience de la Coupe d'Europe, en tout cas, ça vous dérange pas qu'un mec soit sélectionné. Par exemple, cette année, c'est vrai que Montpellier était premier en Ligue 1. On n'a pas vraiment vu à part Giroud. Personne n'est sélectionné. Yanga Mbiwa qui était dans la liste. Eh ben, moi, je peux vous répondre à ça. Vas-y, Vagno. On n'a pas pris Anga là, le défenseur là. Redonnez-moi son nom. Yanga Mbiwa. Anga Mbiwa. Appelle-le Mapou si tu veux. Ouais, Mapou c'est plus facile. D'accord. On n'a pas pris Mapou parce qu'on s'est dit oui bon il est encore jeune, il a le temps, il a l'avenir devant lui. Bon, il a un manque d'expérience. Je suis sûr qu'on aurait pris un garçon comme ça. Les problèmes défensifs qu'on a eu pendant ce Euro là, il aurait pu nous les résoudre. On n'a pas voulu le prendre justement parce qu'on s'est dit manque d'expérience, tout ça. Vous voyez, moi c'est l'exemple même bon, je vais pas dire que les sélectionneurs ont fait des bêtises ou des conneries parce que on n'est pas là pour juger les sélectionneurs. Moi je dis un mec comme ça, il aurait été très très utile dans une équipe où on a eu énormément de difficultés défensivement. Et moi, je dis une chose. Vous avez vu les tensions qu'il y a eu encore dans cette compétition internationale-là. Moi, je suis prêt à mettre mes deux mains à couper que s'il avait sélectionné, il y en aurait toujours qui auraient été dire, mais vous avez vu, il avait l'épisode il y a quelques mois, ça date d'il y a quelques mois, il y a même pas un an, quand il avait voulu frapper le journaliste en disant, vous avez vu qui ce qu'on sélectionne, etc. Donc je pense que ça a aussi joué dans la sélection. Moi, je pense qu'il l'a pas pris surtout, c'est parce que il s'était appuyé sur Blanc, il s'est appuyé sur des joueurs avec qui il était, même ceux qui jouaient pas, il les prenait des fois, il était fidèle. Il s'est appuyé sur Rami et Mexès et il s'est dit se qualifier et arriver à la compétition à l'Euro et puis en enlever un des deux avec un joueur qui avait pas fait un match avec les Bleus, il prenait un gros risque, il a pas voulu prendre ce risque-là. Moi, je pense que c'est plus ça. Ouais, parce que l'incident que tu parles, je vois c'est lequel, mais bon, je pense pas que ça. C'est le passé. Et pour rebondir à ce que tu dis, il n'a pas voulu prendre le risque, c'était son tort, parce que pour moi, sur l'ensemble de la saison, quel que soit les clubs où les mecs ils ont évolué, que ce soit Mexès qui a évolué à Milan, que ce soit Rami qui évolue à Valence, pour moi, ce garçon-là, même si Laurent Blanc il a été fidèle, il aurait mérité d'y aller, on aurait pu le prendre, il y avait d'autres joueurs qu'on aurait pu enlever de la liste. Et justement, mais alors... Moi, je vous interromps, messieurs, un instant pour signaler que le PSG a inscrit un deuxième but par l'intermédiaire de Thiago Silva.
Donc, juste pour être concret, avec ce joueur-là, on aurait battu l'Espagne en quart de finale? Oh non. N'abusons pas. Donc, pour des résultats, ça n'aurait rien changé. Non, mais ça n'aurait rien changé, mais peut-être que les problèmes défensifs, les carences, parce qu'en fin de compte, c'est un tout. Parce qu'à partir du moment où l'équipe a commencé à mal jouer, où on a senti une défense fébrile, la confiance est pas automatiquement, et donc on joue plus de la même façon. Je vais dire, c'est un tout. Donc, vous n'allez pas me dire que Mexex, il était dans les bonnes dispositions pendant le championnat d'Europe. Et pourtant, Mexex, c'est un joueur que j'aime bien parce que c'est un joueur intelligent, qui est technique, qui me fait penser à Laurent Blanc à son époque. Mais, malheureusement pour lui, je sais pas, c'est un problème psychologique, j'en sais rien. Peut-être que les blessures l'ont pas épargné, qui fait que maintenant, aujourd'hui, il a de l'appréhension, il a de la crainte, il va pas au contact. Mais, excusez-moi, Mexex, même si Laurent Blanc lui a maintenu la confiance et c'était justifié pendant un moment parce qu'il avait besoin d'un relanceur qui partait de derrière, mais il a pas fait ce qu'on attendait de lui. Il a énormément déçu et je dis pas qu'on aurait battu l'Espagne, loin de là. Peut-être qu'on aurait évité l'Espagne, peut-être que l'équipe aurait été en meilleure confiance, moins fébrile et on aurait, avec Dessy, hein. Là, on est avec Dessy. Mais je dis, ce garçon-là, il méritait d'y aller. On l'a pas pris par manque d'expérience. Alors justement, il y en avait d'autres. Qui a été champion de France, hein? Pardon, Bagno, vas-y. Un petit club qui a été champion de France, hein? Ouais, voilà, un petit club qui a été champion de France. Justement, il y en a qui ont très peu d'expérience, et c'est pour ça qu'on les prend pas. On a toujours cette peur, en tout cas en France. En tout cas, ça ressort assez souvent. La preuve, nous aussi, on l'a ressorti. Ou pour ma part, je l'ai ressorti plutôt. Je prendrai ces propos plutôt pour moi. Donc voilà, le manque d'expérience joue. Chris, je crois que tu voulais réagir. Vas-y, réagis et puis j'enchaîne. Je voulais pas spécialement réagir, mais ce qu'on peut dire aussi par là, on peut comprendre aussi les sélectionneurs. Quand tu vois un international, alors je parle pas de Mexès parce que je vais pas tirer sur l'ambulance, mais quand tu vois des joueurs qui effectivement ont joué, je sais pas moi, 30 à 40 matchs de Coupe d'Europe, c'est des mecs qui ont quelque part l'expérience du top, et c'est toujours, moi je suis d'accord avec l'analyse de Wagno, c'est toujours un risque de lancer des jeunes, c'est toujours à double tranchant, c'est-à-dire que soit ils ont une part d'inconscience, entre guillemets, et ils calculent pas l'enjeu, et ça se voit souvent, et des jeunes ou même des plus âgés, mais pour leur première cape, qui font un match extraordinaire, ou alors ils se tétanisent et c'est la catastrophe. Donc là, ou pour une première grande compétition, donc là il y a le paramètre un peu risque, et c'est vrai qu'il y a des entraîneurs qui sont un peu frileux, c'est vrai. Moi, j'ai adoré le discours de Deschamps quand il a pris la sélection. Il a dit de toute façon, si on les essaie pas, à quel moment ils vont avoir de l'expérience. Non, mais voilà, tout à fait. C'est ça, c'est une très très bonne réponse. Et justement, ces joueurs, on les attend un peu pas au tournant, mais en tout cas, ils ont fait une très belle saison. Alors, est-ce que justement, faut pas le problème aussi était de Laurent Blanc, mais après je parle en général. Est-ce que justement un sélectionneur doit pas se baser aussi sur une cohésion d'équipe, c'est-à-dire que c'est facile aussi de prendre des joueurs au co-caisse, mais quand il a essayé une équipe en sélection, on a très peu de temps, tu le sais très bien, Vagno, on a très peu de temps devant nous, donc justement la cohésion, faut prendre souvent les mêmes pour qu'il y ait une cohésion assez rapide, je dis bien assez rapide, la plupart du temps, ils se connaissent quand même ces joueurs. Est-ce que justement, faut pas privilégier cette cohésion ou justement instaurer ces jeunes qui arrivent au fur et à mesure? Non, mais c'est surtout avant tout la vie de groupe, parce que la vie de groupe, quand on part dans une compétition qui dure quand même un mois, et donc il faut savoir bien vivre ensemble. Donc quand on prend des joueurs, il faut pas qu'il y ait entre guillemets de l'animosité entre ces joueurs-là, il faut pas qu'il y ait des tensions. Il faut que les entraînements et les activités qu'on peut faire pendant tout ce séjour-là puissent se passer le mieux possible. Et des fois, je suis d'accord, ça rentre en compte dans les choix de joueurs. Je dis entre parenthèses parce que si on doit choisir entre deux joueurs qui a à peu près le même potentiel au même poste, ben on va choisir entre guillemets celui qui s'entend le mieux avec l'ensemble du groupe. On est d'accord. Moi j'aimerais juste vous interrompre messieurs une troisième fois, je suis désolé, mais Paris vient d'inscrire un troisième but par l'intermédiaire de Alex Costa, 3-0 pour le PSG à la 33e minute. Donc tous les baratineurs du PSG qui nous disaient oh là là, on a le groupe le plus difficile, alors on savait que c'était le groupe le plus facile pour le moment. Ben voilà, pour l'instant, en termes de buteurs, c'est 2 buts sur corner par Thiago et par Alex. Non mais ces mecs-là ils sont en train de nous contredire parce que
tous ceux qui ont marqué, c'est ceux qui ont l'expérience de la Coupe d'Europe, de la Champions League. Ouais, ils sont en train de nous montrer. Et pour revenir à ce débat-là, le problème, c'est l'hypocrisie. Laurent Blanc, il nous a pris pour des imbéciles, doublement. Sur ce débat précis, ça a peut-être été ses deux plus grosses erreurs. Il arrive en disant, je vais être le monsieur propre avec sa cape de super-héros, je vais tout révolutionner. Deux jours après, il rappelle les mêmes. Par rapport à 2010, c'est Nice Night, etc. On connaît l'histoire. Et alors, il dit, je veux reconstruire. Et pendant 2 ans, il nous a baratiné. Je prépare Rio, je prépare 2014. Au final, il se plante en 2012. Moi, je me suis dit, c'est bien, il va se planter en 2012, ça je le savais. Et je me suis dit, au moins, il a l'excuse. Ça fait 2 ans qu'il nous baratine dans les oreilles qu'il prépare 2014. Et il arrive à la fin de son mandat, il dit, bon, je me casse. En fait, il prépare pas 2014. Et il nous a pris pour des cons. Il a fait semblant de jouer sur la jeunesse pour se donner un alibi, mais il nous a pris pour des imbéciles. Et ça a été sa chute, ça a été son erreur. Mais justement, tu parles de Rio. Moi, je te parle de Rio Mavuba, qui a jamais été pris. Par exemple, le premier coup qu'il a fait Laurent Blanc, c'est Didier Deschamps. Il arrive, il a pris Mavuba. Et ça, c'est un truc aussi que personne comprenait, qu'il soit pas en équipe de France. Et c'est vrai que bon, pour l'instant, Deschamps, c'est vrai qu'il tente des choses. Même, par exemple, c'est pas pour dire, mais on parle d'expérience. Quand il arrive au PSG, certains rigolaient parce qu'il a pas beaucoup d'expérience, il venait de Lorient. Il lui donne sa chance, même s'il sera peut-être pas tout le temps titulaire. C'est vrai qu'il est en train de faire quelque chose qui est pas mal. Maintenant, déjà, faut qu'il qualifie l'équipe et peut-être que l'équipe qu'il construit là, c'est pas celle qui ira à la Coupe du Monde parce que comme a dit Wagno, faut qu'ils s'entendent sur tout un mois et des fois c'est peut-être pas évident avec certains joueurs qui sont encore là. Justement, après, faut les instaurer, ces jeunes, faut leur donner une certaine envie, en tout cas, une certaine animosité. Après, attention, il y en a qui vieillissent, qui sont moins bons. Après, voilà, c'est aussi les performances qui jouent. Et justement, j'arrive sur ces performances. Est-ce que il faut qu'ils soient au top total? Parce que je vous rappelle quand même l'exemple phare de Klose, qui ne joue pas du tout dans son club et qui est quand même sélectionné qui est sélectionné en équipe d'Allemagne et qui fait un carton plein à cette Coupe du Monde. Alors justement, est-ce qu'il faut être titulaire indiscutable, se cramer total ou quoi? Non, je sais pas, Bagno, faut être titulaire indiscutable? Non, pas du tout. Je vais dire, après, il y a aussi le style de joueur qu'on a à disposition. Klose, même s'il jouait pas en club, on sait que c'est un joueur, quoi qu'il arrive, son rendement est toujours le même. C'est-à-dire que c'est un bagarreur, il est là sur tout le front de l'attaque, et en plus c'est un buteur d'une extrême efficacité. Je crois que c'est le joueur qui rentre parfaitement dans le profil de la sélection allemande, parce qu'il est vachement complémentaire de tous les joueurs allemands, c'est-à-dire tous les milieux de terrain. Le problème qu'a eu l'Allemagne pendant cette compétition, c'est que abondance de biens nuit. Si effectivement Joachim Löw n'avait pas autant de solutions, d'options, il aurait mis une équipe type, il n'aurait pas bougé et les joueurs auraient déroulé comme ils ont fait pendant plusieurs mois, comme ils ont fait depuis la dernière Coupe du Monde, où il y a une équipe type et après tu as les remplaçants qui rentrent, qui ramènent un plus. Voilà, là actuellement, ils cherchaient, ils savaient pas, il y avait un doute, il y avait de l'approximation. Klose, il a démarré remplaçant. Après, il s'est rendu compte que au niveau du jeu, Klose était beaucoup plus intéressant que Gomez. Donc, il a rechangé. Et après, la confiance ne s'installe pas dans la tête des deux joueurs parce que Klose, il sait qu'il joue à la place de Gomez. Gomez, il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Donc, ça nuit tout ça à la performance de l'équipe. Et moi, je dis, Klose, même s'il était pas, entre guillemets, il faut savoir il faut bien se comprendre quand on dit qu'il a pas fait une bonne saison, parce que moi je regardais les matchs qu'il faisait, effectivement il n'avait pas l'efficacité qu'il a pu avoir au Bayern, qu'il a pu avoir depuis des années, parce que ce garçon il a pris de l'âge, mais c'est un mec, à chaque match, quand il sort de son match, il s'est donné à 100%, il s'est mis minable, et en plus de ça, il est très utile pour une équipe. Donc quand on a ce genre de joueur, la question ne se pose même pas s'il doit être sélectionné ou pas. Moi, maintenant, pour répondre à ta question, Klose, pour moi, si ses jambes le portent encore, pour moi, il va au Brésil en 2014, tout simplement.
Mais je crois que le problème de l'Allemagne, c'est la culture. Voilà. Enfin, moi, j'y serais beaucoup plus bref. C'est la culture de la loose. Ça fait que depuis 96, on les attend. Ils ont fait une finale en 2002. Et c'est-à-dire que quelque part, moi, je sais, le build, etc. Ils poussent comme des obsédés. Et à chaque fois, ils sont obligés d'être. C'est les ultra favoris. Ils peuvent que gagner. Et les mecs, ils ont comme les Pays-Bas une sorte de culture de la loose. Donc, ils ont une pression dingue sur les épaules. On voit qu'il y a aussi, ça pose des problèmes. Ça fait maintenant, je sais pas moi, 16 ans qu'ils ont des soucis à ce niveau-là. Pour répondre à la question, c'est difficile parce qu'il y a des contre-exemples dans les deux sens. Moi, je pense que c'est surtout en fonction de l'entraîneur, hein. Comme disait tout à l'heure Wagno, c'est très intéressant ce qu'il disait. C'est aussi en fonction de son schéma tactique. Et même, il te met un mec qui est pas titulaire. À chaque fois, il fait des bons matchs. Tu le mets jusqu'à ce qu'il rate au moins un match. Et à ce moment-là, tu dis bon, il a raté son match. C'est peut-être aussi un manque de rythme. Et tu le remplaces à ce moment-là. Exactement. Parce que confiance, c'est une question de, surtout pour un attaquant. Je veux dire, un attaquant, un gardien de but, il ne veut pas jouer avec une épée Damoclès sous sa tête. Je veux dire, il a besoin de confiance, il a besoin de sentir la confiance de ses partenaires, de son entraîneur, de tout. Donc, pour moi, c'est ce qui a nuit à l'équipe d'Allemagne. Maintenant, pour répondre à ce que tu disais, excuse-moi, mais l'Allemagne, moi, je suis pas particulièrement fan de l'Allemagne. Si, depuis la dernière Coupe du Monde où ils ont développé un autre football qui m'a d'ailleurs surpris. Parce que je crois que c'est la première fois de ma vie que je voyais l'Allemagne jouer comme ça et ils ont continué dans ce sens-là. Mais même quand je n'étais jamais fier de l'Allemagne ou enthousiasmé par l'équipe d'Allemagne, c'est minimum demi-finale. Hein. Et ça fait 16 ans qu'on les met comme à chaque fois favoris sur chaque tournoi. Ça fait 16 ans qu'ils n'ont plus rien gagné. Ils sont toujours dans le carré. Hein. Je veux dire, en fin de compte, eux, c'est quand ils sont éliminés en quart, c'est là qu'ils ont fait une contre-performance. Hein. Je veux dire, mais de toute façon, ils foirent toujours leur grand match. Ça fait 16 ans qu'ils font leur grand match. Messieurs, on s'écarte un peu du sujet. En tout cas, on était, je pense, assez complet en tout cas sur ces critères de sélection pour sélectionner ces joueurs. Donc automatiquement, on reviendra pas dessus. Merci en tout cas pour ce premier débat. On va enchaîner tout de suite sur le deuxième débat juste après ça. Football.fr, l'appli foot à si, télécharger. Il veut se lancer. Non, il veut pas se lancer. Bah purée, dis donc. C'est pas possible. Ce soir, on va virer le producteur. Ouais. Football.fr, il va se lancer, télécharger gratuitement sur votre iPhone. Non, il veut pas se lancer. Bah écoutez, c'est pas grave, on fera son jingle, écoute. Pas de problème. En tout cas, deuxième débat, on va tout de suite enchaîner. Deuxième débat qui a été pris sur les débats de Quand on aime le foot, on parle foot sur notre groupe Facebook. C'est simple. Je te propose quand même qu'on l'entende, non? Ah bah si tu l'as, vas-y. Entendons-le parce que je pense que l'émission ne serait pas pareille si on l'entendait pas. T'es d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Retrouvez toute l'actu du premier site communautaire foot en France, les contenus vrais et les news des meilleurs blogueurs de football.fr. Paroledefoot.com, c'est réaction, analyse et interview. Tout ça, paroledefoot.com. Football, un média créé par des supporters, articles, interviews et encore plein de choses à découvrir sur Football. Venez découvrir football.com. Footafricain.com, nous donnons l'actualité des footballeurs africains. Venez découvrir footafricain.com. Très bien, nous renchaînons sur ce deuxième débat. Quand on aime le foot, on parle foot, bien sûr, toujours présent. Deuxième débat qui a été pris, comme je le disais tout à l'heure, sur Quand on aime le foot, on parle foot sur le groupe Facebook. Bien sûr, tous les lundis, mercredis et les vendredis, il y a un débat du jour qui est fait par mes chroniqueurs. Et ce débat a été fait par Adi. Donc ce débat, c'est simple. Hugo Lloris et Giroud doivent-ils être sélectionnés même s'ils ne s'imposent pas en club? Alors, je prendrai tout simplement les réactions des membres de Quand on aime le foot, on parle foot. Première réaction, en tout cas, ça a été de Brandon, tout simplement, donc je prends en bref, hein, sans rythme, difficile de réaliser des bonnes prestations. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Vagno, de cet intitulé voilà, donc lui, Brandon réagit là-dessus, sans rythme, difficile de réaliser de bonnes prestations. Bon, déjà, puisque là on parle de deux postes complètement différents, c'est-à-dire le gardien de but et l'attaquant. Bon, déjà, en ce qui concerne Lloris, la question ne se pose même pas. Je veux dire là, le débat n'a même pas lieu d'être pour lui, pour la seule bonne raison, c'est que bon, déjà d'une part, il va pas rester sur le banc très longtemps. Même si
je vante les qualités de son concurrent, à savoir, mais bon, c'est un garçon de 41 ans qui est sous la fin de sa carrière. Donc Loris naturellement va s'imposer. Donc là, entre guillemets, moi je pense que l'entraîneur qui a fait ça, c'est pour pouvoir marquer son empreinte dans le club, pour dire que voilà, moi on m'impose pas des choix, c'est moi l'entraîneur, c'est moi qui prends mes décisions. Je pense que naturellement, tout doucement, il va intégrer Loris dans l'équipe. Donc la question ne se pose pas parce que Loris, une fois qu'il va rentrer dans cette équipe-là, il va plus bouger. C'est complètement différent de Giroud. Maintenant, pour répondre à ça, même s'il n'était pas performant ou même s'il jouerait pas, Loris, je vais dire, ça fait des années qu'il tient l'équipe de France sous ses épaules. Je m'explique, ça veut dire que moi, même encore le dernier match de l'équipe de France, là où ils ont gagné, on va dire, vu le résultat final, on va dire, très facilement, très aisément, si Loris ne fait pas cet arrêt décisif en tout début de deuxième mi-temps en un contre où il anticipe ou se jette carrément dans les pieds du joueur, donne-moi le nom. Ah bon, bref. Non, je connais pas le nom. Non, parce que là, c'est un peu complexe. S'il ne se jette pas dans les pieds du mec, Loris, ça veut dire que ça fait des mois, voire des années maintenant il est décisif en équipe de France. Donc maintenant, sous une année, on va remettre ça en question, c'est impossible. Maintenant, le problème de le RIP qui joue pas, quoi que ce soit, c'est pas la même chose pour un gardien. Un gardien a besoin de trouver des repères, des automatismes, et ça, je vais dire, sous 1 ou 2, 3 matchs, il les a vus retrouver. Alors, moi, je vais dire tout simplement en ce qui concerne Loris, quand il a pris la place de Mandanda, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait encore Domenech? Il y en a marre. Pourquoi il enlève Mandanda? C'est pas justifié. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Parce que Loris, il fait des arrêts décisifs que Mandanda, malheureusement, ne fait pas. Parce qu'il a pas ces facteurs de réussite ou de chance. Ou quand la balle va taper dans le genou de Loris, sous l'épaule, dans sa tête, ça va passer entre les jambes de Mandanda. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence entre les deux. Donc, remettre en question Loris, pour moi, aujourd'hui, c'est enlever, 25% du potentiel de l'équipe de France. Ah, alors, attention, tu parles de Loris, là, donc, c'est-à-dire que, imaginons en gros, donc, pour toi, tout simplement, il sera titulaire à Tottenham, parce qu'actuellement, en tout cas, Villas-Boas, lui, le met sur le banc et sans aucun scrupule, en tout cas. Hein. Mais ça, c'est un peu flagrant quand même, parce que bon, après, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un gardien n'a pas besoin de rythme sur ça. En tout cas, Hugo Lloris l'a imposé. Mais si Hugo Lloris ne joue pas, ça va être difficile quand même qu'on ait un gardien compétent sur une saison entière, en tout cas. Alors, déjà l'équipe de France ne joue pas. Il s'ajoute tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois, peut-être même des fois plus. Un gardien, voilà, il a juste besoin, comme je l'ai dit précédemment, 2-3 repères, c'est-à-dire un match, ça peut être avec la deuxième équipe, un match amical, un match de préparation. Et le gardien, il a vite retrouvé ses repères. Il n'a pas besoin, parce que le gardien travaille beaucoup plus dur qu'un joueur de champ quand il fait son spécifique. Donc, il n'a pas besoin comme un joueur où ça a besoin d'avoir une condition physique optimale, où ça a besoin d'avoir du rythme. Je suis d'accord avec l'auditeur qui a parlé de rythme, mais pour Loris, c'est pas ça le problème. Pour Loris, son problème va se résider, est-ce qu'il va jouer de la saison ou pas? Moi, je vous dis, moi, je m'inquiète. Je pense que rapidement, il va retrouver sa place. Chris, tu voulais réagir? Oui, bah, il a des qualités d'adaptabilité extraordinaires. Faut se rappeler, il est arrivé à Lyon, franchement, il était très jeune, il a percé tout de suite. En équipe de France, je sais pas si je vais vous rafraîchir la mémoire. C'était lequel plus gros débat au niveau du poste il y a 2-3 ans. C'était sur le numéro 1 où il y avait la guerre Lloris-Mandanda à l'époque où il n'avait pas encore expédié. Vous vous souvenez de ça? C'était il y a pas si longtemps que ça. Il a fait taire tous ses détracteurs, Hugo Lloris. Tous ceux qui disaient Mandanda, maintenant, ils ne le disent plus. Donc, je suis d'accord. Gardien, maintenant, c'est pas du tout le même poste qu'un défenseur, un milieu, un attaquant. Il n'a pas besoin de cette condition physique-là. Donc, Hugo Lloris, et c'est le meilleur joueur depuis des années, et je pense qu'il faut pas le changer. Maintenant, pour un autre poste, c'est un tout autre débat. Parce qu'il y a un problème de rythme. On peut pas titulariser même un mec,
un mec qui joue pas suffisamment, tu peux pas le titulariser même s'il a fait de bons matchs. Et si tu le titularises, là, à chaque fois il est obligé de faire un bon match, sinon tu le remplaces et tu dis bah voilà, il manque de conditions. Et alors le seul danger pour Lloris c'est qu'il joue plus et qu'il perd la confiance. À ce moment-là, s'il commence à merder en équipe de France, le débat commencera seulement à ce moment-là, je pense. Voilà. C'est ça le problème, c'est que là c'est sur du court terme là. Donc pour l'instant, je pense que sur le prochain match là face à l'Espagne, c'est ça il me semble. Hein. Je pense qu'il jouera. Il jouera. Après, ce qu'il y a, c'est si ça, comme tu dis, si ça dure pendant toute la saison, qu'il joue quasiment pas, là, il va commencer à se poser des questions, Deschamps. Et je pense qu'il aura, de toute façon, il aura quelques. Parce que faut quand même dire que Villas-Boas, en France, beaucoup comprennent pas pourquoi il garde l'ancien gardien qui a 41 ans. Faut savoir, moi j'ai entendu, je crois qu'il a fait 381 matchs d'affilée. Il a été là depuis tout le temps, il manque pas un match, donc il est bon, donc l'entraîneur le garde. Mais il va avoir des chances, notamment en Coupe de la Ligue anglaise ou en Europa. Je crois qu'ils sont en Europa League ou en Ligue des Champions. Ils sont en Europa League, pardon. Voilà, donc il aura sûrement des chances, mais par contre, oui, c'est là. Il est lancé jeudi, hein, là. Il commence ce jeudi en Europa League d'ailleurs. Il va falloir qu'il se loupe, ça c'est clair. Alors juste une petite, alors des réactions tout simples. Donc je reprends des réactions. Là je vais partir plutôt sur Giroud. Donc réaction de Ali concernant Olivier Giroud. On est tous d'accord que c'est pas forcément un attaquant totalement indispensable à l'équipe de France dans la mesure où ce profil est plutôt un point de fixation. Donc pour lui, plutôt, ça serait un point de fixation et pas vraiment un attaquant de pointe. Pardon, mais le débat Giroud, ça me fait rigoler. C'était pas un titulaire. Tu peux avoir ce débat-là avec Lloris parce que c'est le mec, il est titulaire indispensable et tu te demandes s'il va jouer ou s'il fait des mauvais matchs en club. Pardon pour Olivier Giroud, mais c'était pas l'élément le plus indispensable de l'équipe de France. Ah, c'est pas un cadre de l'équipe de France. Donc le débat, les gars. S'il fait un mauvais match en club, il joue pas. Les gars, pour Lloris, le débat, il a même pas lieu d'être. Là... c'est exactement ce que j'ai dit, hein, Wally. Mais pour Giroud, est-ce que le problème qui est là, c'est que c'est vraiment jamais apposé, en tout cas en pointe. Est-ce que est-ce que vraiment faut le sélectionner ce joueur parce que déjà il s'impose pas à Arsenal. Donc voilà quoi. Donc vas-y Daniel. Par rapport à ce que je pense savoir un peu de la vision de Deschamps. Giroud aujourd'hui il amène une autre solution qu'il n'y a pas en équipe de France. Même si effectivement il s'est pas imposé, il n'a pas encore confirmé au niveau international parce que au niveau national il a fait ses preuves, il a fini meilleur buteur, il a amené Montpellier au titre de champion de France, donc il faut pas lui enlever ce mérite-là. Mais au niveau international il n'a pas encore fait ses preuves. Là il intègre tout doucement l'équipe de France. Il faut lui laisser un peu de temps d'adaptation. Il faut lui donner sa chance. Parce qu'il amène un profil intéressant qu'aujourd'hui personne en équipe de France a. Même si on met Gomis à sa place en tant que point de fixation, comme tu disais juste avant, Gomis n'a pas les mêmes qualités. Même si Gomis, je pense qu'il est légèrement plus technique que Giroud, mais Giroud, il a de la présence devant le but, il décroche pas assez souvent, il reste devant le but, c'est ce qui nous a fait défaut pendant le championnat d'Europe. Benzema, il décroche énormément, donc il faut que Benzema puisse autour d'un attaquant qui va rester dans l'axe, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est un mec qui reste dans l'axe pour réceptionner les ballons. Donc Giroud, il est capable de faire ça. Que ce soit Rémi, que ce soit Gomis, que ce soit Brillant, parce que là, je parle des attaquants qu'on a déjà appelés et qui pourraient jouer à ce poste-là. Ils n'ont pas ce profil que Giroud il a. Maintenant, effectivement, Giroud il a un train de retard par rapport à tous ces mecs-là parce que il n'a pas encore joué à ce niveau-là. Rémi, il a été appelé régulièrement. Gomis, il a pointé son nez. Brillant aussi. Mais pour moi, je pense que Giroud a un profil beaucoup plus intéressant que ces trois-là. Même si... Moi, je pense qu'Agnouk, là, pardon, hein, mais là, je pense que ça dénote un manque de confiance ahurissant. Je suis consterné par le manque de confiance que j'ai à l'équipe de France. Parce que non, on a ce débat en Belgique, tu peux avoir ce débat dans des petits pays, bah voilà, je l'assume, c'est un petit pays, il faut pas avoir peur des mots, ils ont un sens. Dans un petit pays où tu dis, un joueur, même s'il fait que des mauvais matchs, le joueur, il joue plus, il est indispensable. On en serait, donc si je vous comprends bien, parce que Thomas, apparemment, tout le monde pense pareil en eux, on en serait en France à se dire, un mec qui joue pas ou un mec qui fait des mauvais matchs, il est indispensable parce qu'on n'a pas d'autre profil comme attaquant pivot. C'est un débat de riche. Alors ça situe vraiment, ça veut vraiment dire que la France ne fait plus peur à personne et que c'est vraiment très grave à ce moment-là. Je vais te répondre, si tu as peur de le dire. Ça fait longtemps qu'on fait plus peur à personne, mais c'est fini ça, il faut arrêter de rêver. Tu crois qu'on a une équipe aujourd'hui pour pouvoir battre n'importe qui? Je vais te donner un exemple. C'est comme pendant le championnat d'Europe,
il y avait un débat là sous nos attaquants qui ne marquaient pas. Je veux dire, quand tu prends un Klose, moi je suis pas sûr que tu prends Benzema, tu le mets en Allemagne, il va prendre la place de Klose ou de Gomez, je suis pas sûr. Tu le mets en Espagne, peut-être qu'il pourrait avoir plus de facilité à jouer dans l'équipe espagnole, mais je suis même pas sûr aujourd'hui tu vois même qu'il joue même pas, il joue sans avant-centre, tu vois. Tu le mets aux Pays-Bas, alors là c'est un autre problème, ils ont déjà deux autres là, avec Van Persie et Huntelaar, ils sont en train de se battre entre eux. Tu crois notre meilleur attaquant aujourd'hui, il peut jouer dans quel pays? Alors non, oui. Alors, moi, par contre, juste réagir sur une petite réaction de Rémi Vincent. Je prendrais exemple sur Henry, qui n'était pas titulaire au Barça, et ni Thuram d'ailleurs. Donc voilà, des joueurs qui n'étaient pas titulaires au départ et qui justement étaient en équipe de France. On parle d'une période où on critiquait les sélectionneurs justement. Non mais est-ce qu'il prend des mecs qui jouent pas, est-ce qu'il y aura pas des critiques? Maintenant, comme il dit Thomas Hoff, il y avait Waro, ils l'ont enlevé parce que il jouait plus, et en plus Giroud était meilleur que lui, c'est un peu le même type de joueur. Et je pense que Giroud, c'est ça qui le sauve, c'est qu'il y a personne qui peut prendre sa place actuellement, à moins qu'il rappelle, mais c'est pas le même style, quelqu'un comme Gignac par exemple, hein, s'il continue à planter. Hein. On est pas Gabi, on parle d'un mec qui fixe, on parle d'un fixateur de défense. T'en as trois en France. T'en as pas beaucoup, voilà, c'est ça. T'en as trois. T'as Giroud, Waro, Gomis. Voilà, c'est tout, basta. Oui, et à Barcelone, t'as une tour devant qui fait 2 mètres. Enfin, je veux dire que c'est indispensable d'avoir un pivot fort du jeu aérien. Il y a plein d'équipes qui font ça. Est-ce que l'entraîneur est si incompétent qu'il peut pas avoir une flexibilité, mettre les meilleurs joueurs à disposition? Ou est-il obligé de mettre des mecs qui n'en touchent pas une, juste parce que monsieur a envie de garder le même schéma tactique? Non, mais ça, c'est par rapport au schéma tactique. Dès l'instant où t'as des ailiers qui sont puissants, qui percutent et qui rentrent à l'intérieur, t'es obligé d'avoir un point de fixation, t'es obligé. Non, mais c'est de répondre. Vas-y, Vagno. Aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on a personne qui reste devant. Donc si tu mets pas un mec comme ça pour rester devant le but, ça sert à rien qu'on construise en passant par les côtés. Parce qu'il y aura personne devant le but. Benzema, je l'ai jamais vu devant le but pendant le championnat d'Europe. Alors, Benzema, c'est quand même un souci aussi, hein. Ça, c'est pas le débat, mais c'est à un moment, faut se poser des questions quand même. Si je comprends bien, vous n'êtes pas capable en France d'avoir un attaquant, un pur attaquant qui reste dans le grand rectangle. C'est pas possible. Vous êtes obligé, même si le gars est en méforme, de mettre Olivier Giroud. Le mec se blesse, vous n'avez plus personne. Vous jouez avec un défenseur central en pointe et vous lui balancez un défenseur central de 2 mètres, vous lui balancez le ballon sur la tête, c'est ça le truc. Je vais te répondre. Tu sais pourquoi pendant la Coupe du Monde 98 où l'équipe de France a joué, tu sais pourquoi on a mis Guy Vache devant. Guy Vache. Pourquoi on a mis Guy Vache? Parce qu'on savait que Guy Vache, il allait jamais dézonner. Et aujourd'hui, le seul qui ne dézone pas, c'est Giroud. On avait Diokayev qui jouait un peu le profil de Benzema. Et après, on n'avait pas la même équipe non plus, hein. Mais je veux dire, pour revenir à notre débat, le seul aujourd'hui qui est capable de tenir ce rôle-là, et puisque ça fait des années maintenant qu'on joue avec ce système-là, sauf Domenech qui a voulu révolutionner le football parce qu'il voulait se passer d'un mec comme Trezeguet qui pouvait encore rendre beaucoup de services, c'est qu'on a toujours besoin d'une pointe parce que nous, notre jeu, on a la chance d'avoir des joueurs de couloir qui sont capables de perforer. Et donc quand ils éliminent, il faut qu'ils puissent s'entrer en premières intentions ou tout de suite parce qu'ils savent qu'il va y avoir quelqu'un devant le but. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et comme, on va dire, entre guillemets, Deschamps est en train de revenir à peu près dans ces systèmes-là, le seul qu'on a aujourd'hui, c'est Giroud. À moins que Gignac décide de rester devant le but. Et là, on fera... Mais bon, là, de mettre Rémi en pointe, comme il fait à Marseille des fois, même s'il est meilleur sur l'aile, peut-être. Oui, mais bon, Rémi va dézonner. Alors, le problème, c'est qu'en France, ils ont du mal à trouver on se rappelle même Gamero, ils comptaient beaucoup sur Gamero. Gamero joue plus, il est en manque de confiance. Tu vois, c'est ça, ils ont du mal t'as pas trop tort, Chris, hein, c'est qu'ils ont du mal à trouver, donc, si je comprends bien, il faut pas avoir d'ambition à ce moment-là. Hein. Si vous n'êtes pas capable d'avoir 2 attaquants qui ne dézonnent pas vers l'extérieur, et si le seul, qui est, apparemment, c'est quand même le pion le plus principal du dispositif de Didier Deschamps, il pose plein d'incertitudes, faut pas avoir d'ambition, les mecs, hein. Faut bien être réaliste par rapport à ça, alors, hein. Mais attends, quelle ambition? Qui a de l'ambition? Mais, quelle ambition? Dis-moi, tu as de l'ambition pour l'équipe de France? Moi, je veux dire, non? Mais moi, je suis réaliste. Aujourd'hui, ils ont pas l'équipe pour pouvoir gagner. Enfin, ils peuvent se qualifier, déjà. Donc là, si je comprends bien, le raisonnement, ce qu'on avait fait dans le premier débat, faites confiance aux jeunes. Non, en fait, même si le gars est en méforme, il ne faut mettre que lui. J'ai bien compris le débat selon vous, quoi. Selon vous tous. Non, parce qu'après, il peut jouer à d'autres systèmes.
il peut jouer à d'autres systèmes. Par exemple, il joue avec un 4-4-2, il met Gomis, Benzema devant. Il y aura peut-être aussi des solutions offensives. Si Benzema n'est pas devant le but, Gomis il sera là. C'est pas tous les deux qui vont décrocher. Quand il y en a un qui va décrocher, il y en a un qui va prendre la profondeur. Donc on pourra changer le système. Mais aujourd'hui, comme il revient à ce système-là, la seule solution qu'il a aujourd'hui, c'est de mettre Giroud et Benzema. Maintenant, après, attends. Non, messieurs, juste pour la dernière réaction en tout cas de nos membres, Steve Perrin qui nous dit Giroud doit encore faire ses preuves et s'imposer dans un autre championnat, entre parenthèses bien sûr, donc je le cite, dommage que ce ne soit pas un grand club. Alors voilà, il dit que tout simplement Arsenal n'est pas un grand club. C'est quand même plus un grand club que Montpellier. Alors est-ce que Giroud va pouvoir s'imposer à Arsenal? Ça c'est la grande question. Est-ce que cela pourra apporter quelque chose à l'équipe de France? Ça c'est une autre question, mais en tout cas, ce soir, Giroud, en tout cas, Vagno, toi, tu compterais beaucoup sur lui, en tout cas, ce soir. Mais s'il s'impose pas à Arsenal, on va pas le faire jouer pendant 107 ans non plus. Non, mais moi, je vais te dire par rapport à sa présence à Arsenal, Wenger, il s'est trompé sur un joueur depuis qu'il a pris des joueurs en France. Il s'est trompé. Et encore, il s'est même pas trompé. C'est après toute une question de confiance, tout ça. C'est avec Chamakh. Parce qu'en fin de compte, Chamakh n'a jamais réellement été un buteur. Donc Giroud, je vais dire, Giroud, la différence de Giroud par rapport à Chamakh, c'est que Giroud, il a plus cet instinct de tueur, il marque des buts. Donc effectivement, même si Giroud, il va se trouver à un moment donné en difficulté, qu'il va pas trop jouer, et qui petit à petit, quand il va commencer à s'habituer au championnat anglais, il va faire quelques apparitions, il va mettre son premier but. Wenger, il l'a dit, dès qu'il mettra le premier but, Giroud va se remettre à remarquer. Moi, je vous dis, si Wenger l'a pris, je vais vous dire, pour moi, Wenger, c'est un sorcier. Il fait des miracles. Il a repris Henry, qui était à la rue à la Juventus. Il a fait d'Henry ce qu'il est devenu. Il a pris des joueurs français comme Grimandi, comme Devio, même Vieira, Pires. Il s'est jamais trompé. Il a même pris un mec qui s'appelle Adebayor, que Monaco a acheté comme un malpropre, Monaco n'en voulait pas. Il a fait d'Adebayor un des meilleurs attaquants du championnat de France, parce qu'il est d'Angleterre et du monde. Je veux dire, Giroud, il faut qu'il soit juste patient, qu'il perde pas la tête, qu'il perde pas confiance, qu'il se travaille. Wenger va trouver les mots, Wenger va le mettre dans un système. Wenger, s'il l'a pris, c'est pour le faire jouer. J'espère que Wenger s'est pas trompé comme sur Chamakh, comme tu l'as dit à l'instant, parce que sinon, je peux pas enfoncer le clou avec Chamakh, mais Bettner, il a le même profil que Chamakh. Je rejoins Wagno. C'est-à-dire que Chamakh, c'est le même profil que Bettner, et ses joueurs sont plus techniques, ont un peu plus de physique qu'un Olivier Giroud, qui est meilleur finisseur, et qui est peut-être un meilleur au niveau du jeu aérien. Mais la question, elle demeure toujours sur, imaginez que le gars, je lui souhaite pas évidemment, mais imaginez qu'il se blesse ou quoi, ça posera toujours un problème de sélection, et l'auditeur a fait très bien de le dire aussi. Arsenal, je pense qu'il provoque, c'est gentil, c'est de la provoque. C'est pas un petit club, Arsenal. Mais merci. Les mecs, ils sont avec des champions tous les ans. Si c'est un petit club, alors en France, bonjour. Non, mais sportivement, c'est pas du tout ça. Alors on disait, Arsène Wenger est un sorcier. Le problème, c'est qu'il a perdu sa baguette magique depuis quelques années. Parce que sportivement, ce club est très instable d'une saison sur l'autre. Il y en a qui disent, Arsenal, ça va être un gros flop de la saison. Moi, j'en ai même vu, je pense que, je sais pas si c'était toi, Thomas, pardon, c'est pas toi, mais des gens qui disaient, Arsenal peut être la surprise et être champion, etc. Donc ce club n'est pas gage de stabilité. Mais donc, je pense que ce sera à Giroud de répondre de toute façon sur le terrain. On conclura là-dessus. Pour l'équipe de France. Voilà, mais pour répondre à ce que tu dis, ils ont une identité. C'est des mecs qui jouent. Je veux dire, ils jouent au ballon. Et les ballons vont venir dans la surface. C'est à Giroud d'être là, d'être présent. Il va marquer des buts. Et même si on dit qu'Arsenal, tous les ans, ils sont affaiblis, tous les ans, ils terminent dans les 3 premiers, dans les 4 premiers, ils jouent la Ligue des Champions. Voilà, même si ils ont parce que justement, il fait jouer beaucoup de jeunes. Ils ont des coups qui sont un peu moins bien. Ils sont en méforme. Mais la finalité, c'est que ils ont un style de jeu et ils restent là-dessus. Je veux dire, ils vont pas changer du jour au lendemain. Donc, effectivement, ils ont perdu Fabregas, ils ont perdu Van Persie, ils ont perdu Nasri. Eh bien, ils sont encore en Ligue des Champions. Le dernier match, ils ont gagné 6-1. Là, ils sont en train de mener contre le champion de France. Donc, laissons-les travailler. Il faut pas qu'on s'inquiète pour Arsenal. En tout cas, on verra ça dans les prochains jours avec Arsenal. En tout cas, merci pour ce débat assez fourni. Deuxième débat terminé. Nous allons tout de suite enchaîner sur l'interview décalée de Vagno Éloi.
Et bien sûr, avec mon compère Thomas, on va te poser des questions, bien sûr, décalées, hein, de quand on aime le foot, on parle foot, avec bien sûr la question, l'interview, enfin la dernière question magique de quand on aime, bien sûr que tout le monde attend. Donc moi, je vais commencer, Tom. Après, Tom, si tu veux, tu enchaîneras, tu me le dis sans aucun souci. Je commence. Ok, je commence. C'est simple. Tu dois faire un choix. Je te propose Lens ou Monaco. Ah, Magno, tu hésites, c'est ça? C'est à moi que tu poses la question. Oui, bien sûr. C'est à toi. C'est pour toi l'interview décalée. Lens et Monaco, pourquoi? Pour le résultat de vendredi, là? Non. Je dis plutôt que tu dois choisir. Si tu dois choisir, tu dois faire un choix. Ce serait plutôt Lens ou plutôt Monaco? Toi qui as été lequel, en fait, entre les deux? Ah non, ouais, moi je préfère largement Lens, moi. Largement. Lens-toi jusqu'au bout. Ok. Ah ben lance-toi jusqu'au bout parce que j'ai été formé là-bas, parce que c'est mon club. Je veux dire, ouais, oui, Lens, oui, parce que Lens, j'aurais pu mourir là-bas. C'est comme je parlais de fidélité, de loyauté. Moi, je suis resté là-bas 20 ans, moi. Ouais, mais la crise, t'es gentil dans tes questions, parce que la question qui va embêter Vagno, et tout le monde le sait, c'est pas vraiment Lens-Monaco, c'est plutôt Lens ou Haïti. Là, oui, effectivement, c'est un autre choix. Ah, il hésite. Tu vois, là, c'est le rire. C'est l'habitude, ça. Non, mais, ouais, mais, bah là, c'est Lens ou Haïti, mais par rapport à quoi? Bah, Lens, soit tu préfères Lens, le club de Lens, ou la sélection d'Haïti. C'est l'un des deux, tu choisis lequel. C'est vache de demander de choisir entre un club et une sélection. Je reconnais quand même que... Ah, même, on n'a pas le choix, c'est Vagno, on est obligé. On le connaît bien. Tu veux dire pour entraîner? N'importe. Non. Jouer, aimer, passionner, tout ce que tu veux, quoi. Non, mais je dirais toujours Lens parce que malheureusement, mon pays n'a pas les structures nécessaires, n'a pas le professionnalisme qu'il faut pour pouvoir développer ce dont on aime dans le football, malheureusement. Il commence à essayer de s'enfuir. J'ai une autre question sur Haïti. Non, on sait bien, je te taquine. Haïti ou France? Donc c'est en général, hein, c'est soit le pays d'Haïti, tu choisirais plutôt le pays d'Haïti ou pays de la France, toi qui est français aussi. Hein. Dans le cœur, on parle. Hein. Dans le cœur, bien sûr. Non, mais si vous parlez de cœur, bah oui, c'est mon pays, c'est Haïti. Je veux dire, j'ai encore de la famille là-bas. En plus, je veux dire, je suis touché par tout ce qui arrive depuis des années, tous les drames. Donc, je vais dire oui, je dirais Haïti sans hésitation, sans même réfléchir, parce que il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses. Si je pouvais être sur place pour pouvoir aider, je le ferais. Maintenant, après, ouais. Alors, qui peut ne pas aimer Haïti? Je veux dire, c'est sans doute le pays au monde qui a eu le plus de malchance au cours de son histoire. Donc, je pense que tout le monde aime Haïti. Hein. Ouais, non, c'est pas le mot aimer ou pas aimer. Le mot c'est de la compassion, c'est être touché par ce qui arrive et avoir une sensibilité tout simplement et dire voilà, on aimerait pouvoir tous faire quelque chose. Et après, on peut pas dire qu'on aime parce que les personnes qui connaissent pas, qui savent pas réellement ce qui se passe là-bas, ne peuvent pas dire ils aiment ou ils aiment pas. On dira tout simplement qu'ils ont pris d'affection pour ce pays par rapport à tout ce qui est arrivé, tous les drames. Non, ouais, on sait que c'est ton pays. Alors j'ai une autre question. Sélectionneur ou entraîneur? Tu choisirais quoi? Là t'hésites là. Hein. Parce que t'as été sélectionneur à d'Haïti, hein, mais pas encore entraîneur. Bah, en fait, tous les deux, hein, les deux, je veux dire, en fin de compte, moi, c'est ce que j'aime, c'est le terrain. Je veux dire, pour moi, il y a deux places qui comptent dans le football, c'est joueur ou entraîner. Voilà, c'est tout le terrain. Mais tu serais plus en ce moment, tu serais plus entraîneur ou sélectionneur? J'aimerais être entraîneur. D'accord, ok. De quel club? Monaco. Monaco, ouais, ça serait pas mal. Là, j'aimerais commencer par un petit club, faire un parcours à la Mourinho parce que c'est mon modèle, lui. Chris qui est en train de crier Mons. Enfin, on a un très bon entraîneur, hein, mais on sait jamais. Mons, ouais. Ah non, oui, j'aimerais commencer comme ça. Un club comme ça,
où on nous attend pas, où voilà, on pourrait créer la surprise, faire des choses intéressantes et après on prend de l'expérience tout simplement. Ça revient à ce qu'on vient, c'est. Je vais inventer la chose en disant que c'est un club qui est sous-estimé et qui a des infrastructures, je sais pas si tu les as déjà vues, qui sont extraordinaires. On sait jamais, ça peut servir pour le futur, hein, Wagno? Il essaye de placer tout le monde à Mons, Chris. C'est impressionnant. Tous nos invités essayent de passer à. C'est exactement ce que je me disais. Donc, pour moi, ça sera la dernière question, et la dernière question SOS Ligue 2. Après, Tom pourra enchaîner sur d'autres questions. Moi, j'en ai d'autres, oui, aussi embêtantes. Alors, moi, j'ai une petite question SOS Ligue 2, un peu toujours en soutien de SOS Ligue 2. Donc, tu serais plutôt les matchs de Ligue 2 à 18h45 ou plutôt les matchs de Ligue 2 à 20h? À 18h45, moi. Plutôt on joue, mieux c'est. Moi, c'est pour ça que moi, j'adore les Anglais, moi. Si je pouvais jouer tous les jours à 13h, je jouerais tous les jours à 13h. Ouais, mais en semaine, c'est problématique quand même pour les supporters. Peut-être pour les joueurs, oui, c'est pas un désavantage. Pour les supporters, mais comment ils font les Anglais? Bah, il faut le week-end, les Anglais. Il faut qu'on fasse le championnat comme les Anglais. On joue même l'hiver. Mais mais en Angleterre, ils ont plus une culture foot. En plus, peut-être que c'est plus dur en France de remplir les stades et les mettre le vendredi soir, c'est peut-être ça le problème, à 18h45. Mais bon. D'accord. Bon, enfin, en tout cas, ça restera son avis. En tout cas, oui, bien sûr. Pas en tout cas pour toi, mais pour moi aussi. Thomas, tes questions à toi, vas-y. Moi, j'ai quelques petites questions pour mon ami Vagno, parce qu'effectivement, je le connais un peu bien maintenant. Vagno, dans la famille Boli, tu préfères Roger ou Basile? Non, mais Roger. Roger, puisque je suis plus proche de Roger que de Basile. Ah, mais c'est une question. Je sais que tu es très proche de Roger, mais on sait jamais, tu vois. Non. À titre perso, je parle bien. Tu as préféré l'année 98 ou l'année 2000? 98. Pourquoi? Parce que on venait d'être champion, derrière l'équipe de France a été championne, une année exceptionnelle parce que nous on nous attendait pas, avec Monaco on était sûr qu'on allait être champion puisque on avait les joueurs pour écraser le championnat et avec Lens on a dû batailler pendant toute la saison et voilà et surtout on a créé des liens qui ont été super importants avec certains joueurs pendant toute cette année-là. Et je veux dire, c'est une année exceptionnelle. Donc il y a même pas de comparaison parce que c'était un autre monde. Imaginez champion avec Lens, c'est pas la même chose que des champions avec Monaco. Avec Monaco, on va dire, c'était plus ou moins prévisible. Je peux poser une petite question justement par rapport à Monaco. Le manque de ferveur et puis souvent le stade qui est quand même pas très rempli. C'est pas dur quand on joue à Monaco d'être motivé ici, mais par rapport à jouer à Lens ou dans des clubs où il y a beaucoup de public. Ben justement, c'est au départ quand on vient à Monaco, on se dit que c'est pas gênant, on se dit on n'est pas là pour ça. On va faire abstraction, on s'en fout des supporters, des choses, on est là pour jouer. Mais on se rend compte vite qu'à un moment donné dans la saison, quand on a besoin justement du soutien du public parce qu'on a un match difficile où ça nous sourit pas et qu'on a besoin d'être poussé, effectivement ça devient réellement un manque. Parce que je me rappelle à Lens, on a arraché des matchs nuls, on a gagné des matchs juste parce que il y a eu cette montée d'adrénaline à un moment donné dans le match, dans un fait de jeu qui a fait qu'on a su se transcender pour pouvoir aller arracher un résultat positif. Et à Monaco, malheureusement, jamais ça pouvait arriver. Parce que si à Monaco, tu n'étais pas, entre guillemets, tu ne faisais pas violence toi-même parce que tu avais des objectifs précis, parce que en début de saison, tu sais que tu dois être à telle place, et tu dois performer. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus délicat de se motiver. C'est beaucoup plus facile de se motiver à Lens. À Lens, tu rentres sur le terrain à l'échauffement, t'es chaud bouillant, t'as même pas besoin de courir. Vas-y Thomas, ta dernière question. Enfin, peut-être l'avant-dernière. Oui, parce que c'est pas forcément la dernière. Écoute. Faites-vous plaisir, on est là. Ben oui. Alors Vagno, le joueur dans ta carrière que tu as préféré et que tu as le plus admiré. Admiré. Il va nous dire Vagno Éloi, tu vas voir. Ouais, il va dire, ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, j'allais dire
Marcelo Gallardo, par sa simplicité dans le jeu, parce que je dirais Gallardo parce que on n'avait pas l'impression qu'il avait un rôle important, mais c'est lui qui a amené l'équipe avec Monaco au titre de champion. Même si Trezeguet et Simone, ils ont fini à 24-22 buts chacun, mais Gallardo, il a joué un rôle exceptionnel parce que c'est lui qui faisait le lien avec. C'était lui le leader technique, quoi. Donc, j'ai trouvé assez fort de par sa simplicité. Hein. D'accord. Alors oui, j'ai encore une question par contre. Pardon, mais j'ai des questions. Non, j'ai préparé mon interview décalée, pardon. Vagno, si tu avais un mot à dire à ton pote Eric qui fête son anniversaire aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Je lui dirais... C'est le cas, hein, d'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui, Eric Horizon Ratana, donc bon anniversaire à lui. Oh ben, j'ai envoyé un texto tout à l'heure, mais c'était pour nos affaires. Parce que heureusement que je suis là, t'as vu? je vais même pas souhaiter bon anniversaire. Moi, il me l'a rappelé hier. Bon. Ah, ok, bon. Je dirais à Eric, bon, dépêche-toi de revenir rejouer avec nous parce qu'il faut que tu te toi et en même temps parce qu'on a besoin de toi. Et ben plein de bonnes choses aussi pour lui et j'espère que la seconde carrière qu'il va mener après le football sera aussi enrichissante, aussi passionnante que celle qu'il a menée durant toute sa carrière footballistique. D'accord, alors pour rappel, quand tu dis viens jouer avec nous, c'est tu parles des Black Stars, donc l'assaut dont tu fais partie, l'assaut des Black Stars qui court un peu dans le monde entier pour jouer au ballon, c'est bien ça, hein? Ouais, pas seulement pour jouer au ballon, on va jouer au ballon parce que c'est ce qu'on sait faire, mais surtout pour apporter un peu de bonheur à tous ces enfants qui peuvent être malheureux. On a bientôt un déplacement prévu en Haïti, on a une date qui est fixée, mais certainement que ça va être repoussé pour ramener du matériel, des équipements, échanger avec des gamins, ramener plein de bonnes choses, donc donner un peu de bonheur à tous ces jeunes là qui sont dans la détresse. Donc il fallait en parler et c'est pour ça que j'ai posé volontairement la question. Merci Poto. Bah, c'est normal, tu connais. Donc en tout cas, c'est tout pour moi, une petite question en forme de dédicace à une personne qui ce soir nous manque, à laquelle on pense, à la petite Mimi qui est pas là. Plutôt slip ou caleçon? Moi caleçon. Bon, bah, comme ça on aura la réponse, comme tous les invités. Comme tous les invités, ça reste caleçon à 100%. Beaucoup les gars, j'ai une question pour vous. Vas-y. Pour vous tous. Pour Chris. Bon, qu'est-ce que je vais entraîner en Belgique? Voir avec Chris. Ah, ça c'est Chris, notre Belge attitré, qui pourra nous répondre. Et pourquoi pas. Et figure-toi que j'ai déjà parlé maintes fois avec Rabé, puisqu'il connaît mon cousin, et donc et il passait souvent du côté de Nîmes, donc voilà. C'est mon village. Donc, Ouais, mais ça répond pas à ma question. Quand est-ce que je vais entraîner les gars? Ah bah quand tu veux, moi. Non, la porte elle est ouverte ici. Vous devez faire votre travail les gars. Sinon, t'attends quand Ancelotti soit viré, sinon. Non. Je vous ai dit, je veux pas taper moi. Bah moi je dis dans un an. Nous on va travailler ça dans un an tu seras entraîneur. Bon ok, j'attends vos nouvelles. Alors j'ai un truc à vous dire au fait, hein, très important parce que là, je veux que vous enregistrez ça sur la bande et on en reparlera. Toujours en direct, donc on peut y aller. Non, mais on en parlera d'ici quelques années. Je vais vous donner exactement le parcours de Deschamps là pendant les 4-5 ans qui arrivent en équipe de France. Ah vas-y, ce sera le prono de ce soir en tout cas. Voilà, parce que ça où je dis rien, tu as dit 4-5 ans, hein, donc ça voudrait dire déjà que ça réussirait pour 2014. Non, mais laissez-moi finir parce que je vais vous dire parce que ce mec-là, il est né, bon, même titre que Zidane, mais lui encore plus parce que Zidane, lui, tout ce qu'il a fait, c'était avec son talent. Mais Deschamps, bon, on va dire, je vais pas parler de talent, on va parler de volonté, je sais même pas quel mot je pourrais utiliser, mais ce mec-là, il est béni des dieux. Parce que tout ce qu'il touche, tout ce qu'il fait, il gagne. Donc voilà, Deschamps, c'est simple. Il va terminer deuxième, parce que je vois pas comment ils vont inquiéter les Espagnols. En tout cas, aujourd'hui, je ne crois pas du tout en cette équipe de France, mais on sait jamais, il peut avoir des surprises. Dans quel cas, tout le mérite lui reviendrait. Il va terminer deuxième, comme d'habitude, c'est chose qu'on lui demande, puisque l'objectif, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2014. Donc, il va faire son match de barrage, il va passer le barrage. Ensuite, il va aller en Coupe du Monde. Bien évidemment, on s'attend pas à ce qu'il gagne la Coupe du Monde. Il va pas la gagner. Il va passer les poules.
Donc il y aura déjà un autre état d'esprit que celle qu'il y a eu depuis maintenant 2 compétitions, 3 compétitions avec l'équipe de France. Donc il va passer les poules, il va taper une bonne équipe en 8e. En cas, il va se faire éliminer certainement par le finaliste ou le futur vainqueur. On va dire, parfait, il a fait sa Coupe du Monde, il a réussi. Donc il a déjà prolongé 2 ans. Donc, ce qui veut dire que en 2016, il sera encore à la tête de l'équipe de France. L'Euro 2016, ce sera en France. Il va avoir 2-3 joueurs qui vont émerger. Un attaquant, je ne sais pas d'où il sortira, plus les petits Varane, plus Mapou qui va prendre un peu en expérience. On aura une équipe compétitive, solide. Et tu verras Nyang aussi. Et tu verras qu'il sera champion d'Europe avec l'équipe de France, en France. Et on dira, eh oui, à 98, il a gagné. Et il est revenu en 2016. Il a gagné. Et nous, en santé, bonheur, amour, on aura quoi, nous? Non, mais soleil ce soir. Et les gars, notez bien, hein, vous allez voir. Ça marche. Rien, et de France, en joueur moins de 19 ans, t'as quand même 3 futurs grands. T'as, sur papier en tout cas, sauf s'il se blesse, Nyang, Kurt Zouma qui est très bon aussi, et Varane. Donc c'est quand même aussi c'est 3 normalement qui devraient atteindre s'ils ont un peu de chance et s'ils se blessent pas, qui devraient atteindre. Et Sébastien Corchia. Et quand c'est des jeunes qui évoluent en tout cas. Voilà ce qui va se passer et ça sera le prono de ce soir. Ce sera Euro 2016, l'équipe de France gagnera en France. Donc ok, bon bah écoute, on enregistre avec Didier Deschamps. Et ce qui est très drôle dans ton prono, Wagno, c'est qu'il ferait donc jusqu'en 2014 un moins beau parcours que Laurent Blanc qui a fini premier de son groupe et qui a été lui aussi en quart. Ah ben oui, mais il fera un moins bon parcours, mais il y aura de la passion, il y aura effectivement cette image négative que l'équipe de France a. Ben justement, on va la perdre parce que il va instaurer de la discipline, le débat c'était sous quels critères il fallait sélectionner les joueurs. Mais on a parlé des qualités, du fait qu'ils jouent ou pas, mais c'est aussi le comportement. Le joueur, il peut être très bien footballistiquement, il peut très bien être performant en club et même en sélection, mais si à chaque fois qu'il vient en sélection, il fait n'importe quoi, il respecte rien, il respecte pas les règles de vie, je suis désolé, ce joueur-là ne doit pas être sélectionné. Et on a oublié de mettre l'accent là-dessus. Un joueur doit être sélectionnable à partir du moment où il est un exemple pour tous les jeunes qui suivent l'équipe de France et qui regardent les matchs. À partir du moment où ce comportement-là, il n'est pas en adéquation avec ce qu'on demande à un professionnel, même dans les propos, dans l'attitude, parce que je suis désolé, on voit la moitié des gens quand ils font une interview, dans une phrase, il y a 4 gros mots. Je n'ose même pas citer de nom. non, mais même pas citer de nom, mais ça, on devrait interdire ces choses-là. D'accord. Bon, écoute, Vanu, sinon on va faire des heures et des heures. Merci messieurs. On va passer au prono. On est déjà très très en retard. On va passer tout de suite au prono. Merci Vanu pour ton analyse. Encore, t'as rajouté encore quelque chose sur ce débat qui pourra encore être alimenté dans les prochains jours, bien sûr, sur notre page Facebook ou même encore, on pourra en reparler avec toi sans aucun problème. Et ce qui me fait rire juste 2 secondes, c'est qu'on critique les joueurs qui ont un vocabulaire limité et parfois grossier, et tout à l'heure, on saluait tous Mbiwa. Donc là, il y a peut-être une contradiction. Enfin bon, j'ai envie de taquiner un peu là. Oui, t'as envie de taquiner. Mbiwa, il a pas dit de gros mots à un journaliste, hein. Il lui a juste dit, continue. C'est dans les conditions. C'est dans les conditions, il venait de prendre un rouge son premier de sa carrière en même temps. C'est les conditions. Voilà. Non, mais à ce moment-là, tu reproches pas à certains d'être limite et tu te dis bon, à l'autre c'est pas grave, il est jeune, il a eu un rouge. Oh non, il faut être cohérent là, non les gars. Mais messieurs, je pense que on a largement assez alimenté le débat. Je pense que vous voulez plus vous arrêter. En tout cas, vous êtes chaud comme des baraques à frites. Très bien. On l'enregistre. La prochaine fois, on fera un petit débat sur Mapou Mbiwa juste pour Chris. Sans aucun problème. Non, en tout cas, oui, c'est vrai que c'est un peu contradictoire. En tout cas, on le verra. On verra plus tard. Vous dites que c'est sous le feu de l'action. On verra prochainement. Peut-être que Héro dira des gros mots, puis là, on réagira là-dessus. Merci à vous. Depuis qu'il est en équipe de France, maintenant, je pense qu'il va faire attention à son vocabulaire. Oui, comme Zidane. Bon alors, passons au prono, merci. Tout de suite, premier prono. Lille battait Borisov, ce match de Ligue des Champions. Hein. Donc pronostic pour toi, Vagno, Lille ou battait Borisov? Non, logiquement, Lille devrait s'imposer, mais maintenant, après, il faut pas qu'ils s'attendent à un match facile. Parce que ces équipes-là, je veux dire, chaque point pour eux, ça vaut de l'or, parce qu'il faut savoir qu'en Ligue des Champions, un point, ça ramène de l'argent au club.
Donc leur objectif c'est pas de passer la poule, c'est d'être troisième et pour pouvoir poursuivre l'aventure européenne. Donc ils vont défendre calmement leur chance. Donc c'est à Lille d'être assez rigoureuse, sérieuse et d'être appliquée. Et normalement, avec le potentiel qu'ils ont, ils devraient logiquement s'imposer. Ok, Xavier pour toi? Xavier. Ouais, je pense que Lille va l'emporter assez facilement, moi. Même si ça va pas génial en ce début de saison, je les vois gagner au moins avec 2 buts d'écart. Oh là, 2 buts d'écart. Ok, Chris, ton avis? Borisov est très fort quand il joue, surtout contre des top équipes européennes. On se souvient qu'ils avaient quand même créé quelques exploits. L'équipe qui a aussi souvent de la réussite, et je les déteste. Ceux qui aiment le Sporting en dernier comprendront pourquoi. Et donc, je vais mettre forcément nos amis lillois. D'accord. Et Thomas, ton pronostic? Bah, moi, tu m'aurais posé la question il y a quelques jours, je t'aurais dit Lille sans problème. Et encore, quoique. Après match face à 3, avec une très mauvaise gestion des temps forts, une très mauvaise gestion des temps faibles et une très mauvaise gestion de la fin du match, un peu plus sceptique. J'ai envie de dire Lille pour le cœur, même si j'aurais bien envie de dire pour le prono match nul, tu vois. D'accord, match nul pour le prono, ok. Bon, je pense que Lille va s'imposer difficilement, mais effectivement, ça va être dur, hein. Attention, nos membres qui, eux, pronostiquent plutôt une victoire de Lille. Nous enchaînons sur ce deuxième pronostic. Donc, Manchester City contre Arsenal. On n'a pas eu le temps de pronostic au passage. Ah oui, moi, de toute façon, je reste français, donc automatiquement, ça sera pour moi, ça sera Lille. Hein. Oui, pardon, c'est vrai, j'ai pas dit mon pronostic. Donc oui, ça sera. Donc le deuxième pronostic, Manchester City contre Arsenal. Non, Arsenal, parce que c'est samedi. Real est en train de se jouer et à l'instant, City vient d'ouvrir le score. Bah voilà, comme ça au moins on sait tout en direct. Et si tu peux nous dire le buteur juste après, pas de souci. Dzeko. Bah voilà, très bien, on a été complet. Donc oui, ça sera par contre pour la première ligue, donc Vagno. Donc Manchester City contre Arsenal. Nos membres, eux, pronostiquent plutôt une victoire de Manchester City. Et toi, Vagno, ton pronostic? Non mais moi je dirais match nul. Moi je suis un pro Arsenal, moi. Wenger c'est mon bourreau. Donc je peux pas le renier ce mec. Même si effectivement il fait des erreurs, mais il a pas le choix, il est obligé de vendre ses meilleurs joueurs parce que il a une gestion à faire dans le club. Donc il faut quand il vend un joueur, c'est qu'il va en lancer un autre. Donc je pense que Arsenal va. C'est où le match? C'est à Londres ou c'est à Manchester? C'est à Londres. C'est à Londres? C'est à Manchester le match? C'est à Manchester City. Ah, c'est un peu plus compliqué. C'est à Manchester City? Oui. Je dirais match nul. Je vais dire match nul. Vous savez pourquoi? Parce que Manchester vont laisser des plumes ce soir au Real. Ouais, et City à domicile a beaucoup de mal en général. Exact. Moi je dirais match nul. Match nul. Xavier, ton pronostic? Manchester City. Sans hésiter. On voit tout de suite la domination là. Pour énerver un petit peu. Hein. C'est pour énerver. Il a pris cœur celui-là, de 100 fois Manchester City. Chris, ton pronostic? Ouais, Thomas a très justement dit que Manchester City au niveau du jeu, et je l'avais déjà remarqué aussi, a plus de mal à domicile, donc c'est un paramètre intéressant. Maintenant, il faut voir que du côté d'Arsenal, ça va un petit peu mieux, je trouve déjà. Vraiment au niveau du jeu, on voit déjà que ça commence à aller mieux. Malgré tout, il y a quand même une forme de... Ils sont bien huilés à City. Ça dépendra aussi un peu de la façon dont ils géreront l'après-match ce soir. Je vais quand même à domicile, le fait qu'ils soient à domicile, miser pour une victoire de Manchester City. Alors je ne mettrai qu'un seul but d'écart pour être un peu joueur. Moi, je vous appellerai tous lundi là. Ça marche. Doublé de Giroud. Ah, doublé de Giroud, d'accord. Bah il nous appellera alors. Donc Thomas, ton pronostic? Mais moi je reste un peu sur ce que je disais, enfin c'est que à savoir que City à domicile se force à faire du jeu, mais effectivement se découvre beaucoup, un effectif pléthorique qui est difficile à gérer. Là un déplacement à Madrid avec un match pour l'avoir vu, pour le regarder en même temps, qui est assez animé, il y a beaucoup d'animation, beaucoup de dépenses physiques. City qui a beaucoup de mal à domicile comme je disais tout à l'heure, qui a perdu David Silva, donc qui est son meneur de jeu, son créateur vraiment dans l'animation offensive. Moi, clairement, je veux bien Arsenal gagner là. Merci mon ami. D'accord. Voilà, il va Arsenal. Donc pour ma part, moi je verrai comme Vagno un match nul, ça va être à mon avis assez serré. Et comme le dit très bien Vagno, Manchester City va être à mon avis fatigué contre le Real, ils vont donner beaucoup. Et Arsenal va être fatigué aussi de son déplacement, je pense aussi. Donc ça va jouer un peu. Ça va être un match en tout cas où il va y avoir des buts, ça c'est sûr. En tout cas, on verra s'il y a des doublés de Giroud. J'enchaîne tout de suite sur ce dernier pronostic. Ligue 1, ce pronostic. Donc Lille-Lyon.
nos membres voient plutôt une victoire de Lyon à l'extérieur, bien sûr. Donc pour toi, Vagno, ton pronostic, Lille ou Lyon? Ben, Tu vas rester nordiste, hein, je le sens. non, mais justement, moi je vois Lille gagner. D'accord, ok. Je vois Lille gagner. Alors pourquoi? Parce qu'en fin de compte, Lyon, ils sont effectivement sur une bonne passe. Mais Lille, pour moi, ça va être le deuxième match de Ligue des Champions qu'ils vont faire. Ils vont créer la surprise. Donc logiquement, normalement, avec le match de Coupe d'Europe, ils devraient être fatigués et moussés. Mais je les vois gagner. Parce qu'ils auront à cœur de montrer à Lyon qu'aujourd'hui, il y a une passation de pouvoir. D'accord. Xavier, ton pronostic? Moi, je pencherais vers un match nul, mais ouais, je pense que lui, ils veulent l'emporter. Parce qu'ils ont besoin de victoire en championnat. Hein. Ça n'a pas super bien démarré. C'est exactement ça. D'accord. Chris, ton pronostic? En effet, moi je vois, paradoxalement, je m'attendais un peu à être un des seuls à ne pas voir Lyon s'imposer. Moi, je vois plutôt aussi un match nul pour les raisons qui ont été très justement invoquées par nos camarades. Je ne vais pas les paraphraser. Même si au niveau du classement, Lyon est un peu favori, hein, parce qu'il a vraiment bien démarré. Carrément favori, bien sûr. Mais c'est justement ça qui va les faire du tort, parce que Lille a besoin de recoller. Oui, et puis dans le grand stade, le premier Lille-Lyon dans le grand stade en plus. Tout à fait. Attention. Thomas, ton pronostic? Toi pour Lille-Lyon? Ben moi je suis un grand fan de Lille, mais j'ai un peu peur puisque Lille ne tient pas encore son match sur référence dans son grand stade, et ces grands stades là, moi en général j'aime pas trop parce que ça met beaucoup de pression en plus aux joueurs. On se rappelle que Lille a perdu contre Paris pour son premier gros choc dans son stade. C'est normal ça. Donc non, ça on s'en fout des Parisiens à la base, mais dans les Lillois je pense effectivement. Alors à l'instant égalisation du Real, hein, je précise de Marcelo. Donc un partout entre Real et City. Donc oui, pour en revenir à ce que je disais, oui, jouer dans un grand stade c'est compliqué. Au niveau de l'effectif, c'est à peu près les mêmes en termes de profondeur de banc. Lille joue à domicile donc mercredi, Lyon joue en Coupe d'Europe jeudi. Et je vois bien match nul. Match nul. Ok. Bon et pour ma part, moi, je verrai une victoire de Lille comme on le dit tous. Je pense que Lille a besoin de points. Et Lille va plutôt se baser sur le championnat, parce que faut pas l'oublier, Lille jouera automatiquement jeudi contre le Bate Borisov. Donc ça va peser aussi dans la balance, mais moi je verrais plutôt Lille gagner quand même contre Lyon. Voilà, dans son grand stade, va peut-être avoir la pression, mais va vouloir encore montrer de belles choses. J'espère que les amis lensois ils t'écoutent pas, hein, t'as donné Lille vainqueur 2 fois. Ouais, je sais. Mais bon. C'est assez intéressant, aucun de nous 5 ne pronostique le favori comme vainqueur, hein, si j'ai bien compris. C'est vrai. Non, parce qu'il joue jeudi et c'est des gestions du temps où les Lyonnais sont pas habitués à faire, à mon avis. Donc moi pour ça je les vois pas faire. C'est un truc qui va peser dans la balance, tout à fait, Tom. En tout cas, merci pour cette émission de Quand on aime le foot, on parle foot. Merci à vous tous, chers chroniqueurs, Xavier, Chris, Tom et tous les auditeurs, en tout cas de ce soir. Merci à tous nos sponsors comme tout le temps, et merci bien sûr à notre invité de ce soir, Vagno Eloi. Merci encore à toi d'être venu. On te fera pas la phrase, hein, parce que tu l'as déjà faite plusieurs fois. Merci d'être venu encore ce soir. Tu reviens quand tu veux, hein, comme tu le sais très bien. Voilà, je te laisse le mot de la fin et après on enchaînera sur les prochaines émissions qui arrivent demain. Vas-y Vagno, le mot de la fin pour toi. Bon, merci à vous les gars, mais merci surtout de m'avoir fait penser à appeler Rabé là, parce qu'il faut que je l'appelle pour son anniversaire. C'est Thomas. Tu te rappelleras, c'est Thomas. Moi, Rabé comme Magno, les deux, je suis souvent en contact avec eux, donc c'est normal. Franchement, il fallait me le dire. Moi, j'ai énormément d'admiration pour ce joueur et pour l'homme aussi. Un vrai clubman, un mec qui a parfois été moqué au niveau, parce que certains soupçonnaient qu'il n'était peut-être pas toujours minutieux dans ses préparations. Mais moi, j'ai toujours eu énormément d'admiration pour ce mec-là. Donc voilà, souhaitez-lui de la part des Montois un très bon anniversaire. Il n'a laissé que des amis et que des bons souvenirs ici. Bon, on va venir avec lui pour prendre l'équipe. Ok, ça marche, pas de souci, on viendra avec toi sans aucun problème. En tout cas, merci à vous tous. Bonne soirée. Demain, bonne soirée. Demain, LPA, on n'oublie pas, hein, demain, LPA avec Xavier et Stan. Xavier, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur l'émission de demain? Bah oui, j'attendais que tu me donnes la parole, bien sûr, j'allais pas te couper. Chance, t'as la parole, toi.
Et non, ton émission elle vient juste derrière, donc c'est vrai. Tu vas pouvoir en parler. En plus, t'as une grande invitée. LPA, ça sera, on va parler notamment, on va recevoir des supporters qui ont été plus ou moins, même plus que moins, même interdits de rentrer à Coubertin pour le match PSG Cesson de hand. Parce que bon, ils avaient peur qu'il y ait des incidents, alors que bon, il se serait rien passé, mais bon, on en parlera demain. Et puis on recevra justement on va en avoir deux, il n'y en aura qu'une finalement, personnes qui sont du 8e homme, le groupe de supporters du PSG handball, pour parler du PSG hand et puis de ce groupe qui s'est construit l'an dernier. Très bien, Xavier. Et bien sûr, qui après LPA, bien sûr, L-Sport automatiquement. Et à toi la parole, Thomas, 21h30, n'oublions pas. 21h30 tapante demain soir, après Camille Catala il y a 15 jours, après Amandine Leno, les filles de Metz la semaine dernière. Cette semaine, L-Sport se fait braquer en live sur RTS dès 21h30 par l'une des braqueuses, donc par Céline Dumer, la capitaine de l'équipe de France de basket, vice-championne olympique, qui nous a vendu du rêve tout l'été avec les Bleus et qui demain soir sera en exclu à 3 jours du début du championnat de l'Open LFB sur L-Sport, sur RTS et avec nous. Très bien, merci. En tout cas, pas de complet. Et n'oublions pas, jeudi aussi, Motor Show. Peut-être que Chris pourra nous en dire un peu plus sur l'invité du Motor Show. Je sais pas si tu es au courant ou pas encore. Je sais qu'on va parler aussi, on va parler bien sûr WRC, MotoGP avec les événements qui se sont passés et la course au titre qui semble être jouée. Ce n'est pas encore le cas de la Formule 1 après les 2 week-ends consécutifs en Europe, et donc on va aussi revoir les forces en présence avant la dernière ligne droite de la Formule 1. Mais le Motor Show sera donc jeudi à 21h avec Mathieu. Et vendredi à vos pronos avec Xavier qui est là ce soir. N'oublions pas Xavier, à vos pronos comme tous les vendredis soirs. T'auras un invité spécial ou pas du tout? Non, pas d'invité. Encore une émission vendredi à 20h30. Bon, on comparera beaucoup de football, bien sûr. Et puis, il y aura une page Formule 1 avec Mathieu, justement. Et voilà, avec Mathieu, avec tes chroniqueurs de luxe, bien sûr, Lusa, Stan et Mathieu et peut-être Chris ou je sais pas qui il y aura d'autres. En tout cas, toujours tes. Il y aura le retour d'Anthony. Ah voilà, le retour d'Anthony. En tout cas, Anthony, oui, il faut bien l'écouter parce qu'il a des bons pronos. Merci à vous tous. Sur ce, on vous laisse. Mardi prochain, prenez rendez-vous. Quand on aime le foot, on part foot sera présent, comme tous les mardis, 21h, 22h. Merci à vous tous. Merci encore à Bagno. Allez, salut, ciao. Valentir partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.